Bonjour et bienvenue à l'épisode 26 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'exceptionnel qui est mon fiscaliste personnel qui s'appelle Jean-Philippe Jonca. Si toi aussi, tu as une entreprise et que tu aimerais savoir des trucs et astuces comment bien structurer ton entreprise, c'est sûr et certain que je te conseille d'avoir un fiscaliste autour de toi. Parce qu'il faut que ça fasse partie de ton équipe, là, on s'entend. Tu as probablement d'autres choses à faire que tout gérer dans ton entreprise. Mais si tu es comme moi et que tu aimerais ça aller plus vite dans tes projets personnels et financiers, que tu aimerais avoir un entourage de gens passionnés qui aiment se développer sur le côté personnel et entrepreneurial, bien, va dans mon lien sous la vidéo qui est mon masterplan, qui est le commanditaire officiel de la saison 3. Mon masterplan qui est une plateforme de formation en ligne pour les gens comme toi qui sont passionnés, qui veulent en avoir plus pour leur famille ou leur entreprise ou leur vie, tout simplement. Passe à l'action. Si tu as des questions, écris-moi un commentaire. On passe à l'écoute. À bientôt. Bye-bye. Merci Jean-Philippe de venir à Construire ton avenir avec Patrick Olivier. C'est vraiment un honneur de t'avoir parce qu'un grand fiscaliste comme toi, dans le fond, ça ne se déplace pas à 25-30$ de l'heure. Là. Ça prend des milliers de dollars. Non, c'est pas vrai, mais blague à part, c'est Jean-Philippe, mon fiscaliste, qui s'occupe de moi depuis plusieurs années, qui s'occupait même de nous aux entreprises, dans le fond, quand on était dans une grosse boîte comme, mettons, l'Industrie Alliance, juste pour la nommer. Mais c'est quelqu'un qui s'occupe, qui a un côté humain, qui va s'occuper vraiment des détails, mais qui va le transférer avec un lexique ou un jargon qui est facile à comprendre. Fait que c'est comme ça que je te présente, Jean-Philippe. On risque de partir un petit peu n'importe où parce qu'on avait la caméra fermée tantôt puis il y avait tellement de belles choses. J'ai pris des notes, mais je vais te laisser quand même te présenter. Tu arrives de où, là, Jean-Philippe? C'est quoi ton métier? Dans le fond, je m'attendais à te voir en costume brun aujourd'hui. Tu es habillé en bleu. Fait que finalement, tu n'es pas un vrai fiscaliste. Fiscaliste, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est un titre. C'est pas un titre qui est protégé. Hein? Fait que techniquement, tout le monde pourrait s'appeler fiscaliste ou presque hein, après ça, parce que c'est pas comme comptable professionnel agréé qui est régi par l'ordre des comptables. Il n'y a pas d'ordre des fiscalistes encore. Ouais. Je suis étonné. Fait que n'importe qui pourrait se dire fiscaliste. Bon, ceci étant dit, je suis bien content d'être là. La dernière invitation que tu m'avais faite, c'était dans la période des impôts, puis ça, c'était pas la meilleure idée. Hein? On essaye de pas trop en faire, mais on se fait quand même... on essaye d'aider les gens. Là. Ouais, exact. Fait que de où tu ça court ou long? Je te suis. Okay. Tu peux... anyway, je vais probablement t'attraper à certains moments. C'est sûr. Écoute, mon bagage, moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé en services financiers. J'ai fait les banques traditionnelles. OK? Moi, j'ai toujours voulu axer sur la planification financière. Fait que j'ai fait mon titre de planif. De planificateur financier. Après ça, ce que j'aimais le plus là-dedans, c'était la fiscalité. Okay. Fait que tant qu'à continuer, j'ai dit, aller faire un diplôme en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Fait que j'ai fait beaucoup d'employeurs et maintenant, je suis rendu pour ma boîte qui est DGA Service Conseil, où ce qu'on fait de la fiscalité pure. OK? Donc, planification financière en horaire, ce qui se fait pas beaucoup dans le marché. Hein? C'est plus payant de vendre les produits que de les recommander. Oui. Et fiscalité pure, où on fait des états financiers, beaucoup de réorganisation d'entreprises. Mon bagage aussi, j'ai enseigné pendant longtemps. Maintenant, j'enseigne plus. C'est ma retraite de l'enseignement. Je suis bien content. À peu près, j'ai enseigné 10, 11 ans, 12 ans peut-être au collégial. J'ai enseigné dans l'ancienne formule à l'IQPF pour les planificateurs financiers où je donnais le volet assurance, tous ceux-là qui voulaient devenir planif. Ouais. J'ai redonné quand même pas mal, mais j'aimais ça. J'aime encore ça enseigner. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aime ça comme quand tu dis, Patrick, on redonne. Hein? Ouais. Fait qu'on redonne beaucoup. Puis nous, dans notre modèle d'affaires, tous ceux-là qui travaillent avec les professionnels, souvent, moi, à chaque semaine, j'ai des clients, tu m'enverras ta facture. Tu sais, je les ai jasé 15 minutes, puis je suis comme, on ne marche pas vraiment comme ça chez nous. Tu n'as jamais reçu une facture pour 15 minutes, une demi-heure, un courriel. Ouais. C'est pas notre modèle d'affaires du tout. Des fois, est-ce que ça nous nuit? Non, je pense pas. C'est important de redonner parce que, on gagne bien notre vie. Mm-hmm. Hein? Fait que c'est important de redonner un peu
répondre à des questions. À nos clients ou autres. Puis, tu sais, je vais attraper ça parce que je me rappelle d'un moment que je t'avais appelé, puis je t'avais dit, tu m'enverras ta facture. Puis, tu avais dit, ben non, c'est dans tes honoraires annuels. Puis, je t'avais dit, voyons, JP, pourquoi les autres, ils facturent de même? Mais tu me dis, oui, mais moi, j'aime bien mieux te donner l'information que de détricoter toute la patente 6 mois plus tard parce que ça a été mal fait, parce que tu voulais sauver 200$. Là. Tu sais, puis ça fait tellement de sens. T'as raison là-dedans. Là. C'est un modèle d'affaires qui est comme ça, beaucoup, hein, chez les avocats, les notaires, tous les professionnels à l'heure, fiscalistes, comptables, où ce que je prends un dossier, je charge un frais de prise de dossier. OK, je comprends l'idée en arrière de ça, mais nous, on n'est pas comme ça. Oui, puis dans le fond, tu as fait ton propre modèle d'affaires comme ça parce que, dans le fond, c'est pas l'ordre, mais comme tu dis, il n'y en a pas d'ordre. Il n'y a pas une ordre, il n'y a pas de ligne directrice. C'est JP qui a dit, nous, ça va être comme ça. Puis c'est le côté humain en premier. Ben, moi puis mon associé, on est 2 personnes humaines. Tu sais, moi, j'aime ça jaser. Ouais. OK? Puis j'ai toujours trouvé ça bizarre un peu que... Puis des fois, il y a des clients qui nous en parlaient. Genre, je me suis assis avec mon comptable. On a dîné 3 heures ensemble pour parler de ma situation. OK? Il m'a chargé 3 heures. Plus j'ai payé le repas. Quand même. Fait que ça m'a coûté comme 2000$ pour aller dîner avec mon comptable pour qu'il me donne des conseils. C'est correct. C'est un modèle d'affaires que le client accepte. Ouais. C'est pas ça nous, venait pas cadrer dans tes valeurs. Ça nous ressemble pas. On aime ça être proche des gens, puis les gens nous le rendent bien. Je veux dire, depuis qu'on a des JA, je pense que la dernière facture non payée qu'on a eue, c'est là, peut-être 5 ou 6 ou 7 ans. Là, on a 100% de nos clients qui payent. Ça n'arrive pas une facture non payée parce que je pense qu'on est honnête dans ce qu'on fait. On ne fait pas de surfacturation. On fait beaucoup de, on va dire, pro bono, mais ça revient. Ça revient d'une autre façon. Fait que, voilà. C'est l'accompagnement. Mais merci quand même de m'en faire part. Puis ça fait tellement de sens avec ma situation. Quand j'ai besoin, mettons, d'ouvrir une autre compagnie ou autre, j'appelle Jean-Philippe. Souvent, tu prends le temps, tu m'expliques c'est quoi les tenants aboutissants, c'est quoi les trucs, puis après ça, on y va. Fait que c'est clair, ça a été expliqué, ça a été dit avant de passer à l'action. Là, dans le fond, on veut savoir aussi c'est quoi ça va engendrer. Là. C'est quoi l'impact. Oui, puis c'est un modèle d'affaires qui s'auto-alimente maintenant parce que, tu sais, nous, quand on va voir notre site Internet, ben, on en a un, mais c'est juste pour montrer nos visages. Les numéros de téléphone, je pense qu'ils ne sont pas là parce qu'on ne veut pas que les gens nous appellent pour dire bonjour, faites-vous des impôts. On ne veut pas ça. Parce qu'on a déjà une grosse clientèle cette clientèle-là, nous réfère déjà des clients existants qui sont comme eux. Ouais. Les médecins, leurs amis, c'est qui? C'est tous des médecins. Ouais. Les entrepreneurs en construction, souvent, les chums, ils ont tous des business à côté. Fait que, tu sais, notre référencement organique maintenant, ben... C'est ça le plus payant. Là. Ben, tu sais, on veut pas parler de plus payant, mais en fait, c'est exactement dans ta clientèle cible ou ton persona là, que toi, tu recherches. Là, ben, exact. Puis maintenant, on a le luxe de pouvoir choisir nos clients parce que DJA, on a mis 20$ dans Facebook à l'époque où ce que ça coûtait rien faire de la publicité puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire des rapports d'impôts puis de fil en aiguille. On a commencé avec rien, on n'a pas acheté de clientèle. Au contraire, on s'est endetté parce que les logiciels comptables coûtent cher. Ouais. L'ouverture des sociétés, ça a coûté cher. On a fait 7 000 notre première année. Donc, quand même, fait que tu sais de quoi tu parles. Quand tu vois un entrepreneur, mettons, qui t'arrive avec ses premiers états financiers, tu es capable d'y mettre la main sur l'épaule et de dire c'est normal. Oui, puis ça, c'est sûr qu'on en a de moins en moins parce que veut pas. Notre clientèle est quand même rendue importante. Ouais. Fait qu'on a des demandes pour ça, de faire de l'accompagnement d'entreprises en démarrage, tout ça, mais on n'a pas le temps de s'occuper de ça correctement. Fait que souvent, ben, on préfère dire non maintenant que de faire des fausses attentes. Puis la gestion des attentes, là, ça, on travaille fort là-dessus parce que comme on est... Moi, j'ai de la misère à dire non dans la vie. OK? Je travaille de plus en plus là-dessus. Ouais. Puis souvent, dans les dossiers maintenant, ça fait toujours un peu mal parce que le client arrive avec un problème, je serais capable de le régler, mais malheureusement, je dois dire non parce que si je le fais, je vais me sentir mal de te charger ce que ça vaut, le temps que je vais avoir mis ou ma qualité de vie. Oui.
Oui, puis là, tu dis qualité de vie, mais tu sais, ça peut être tes autres clients également. Ça peut être la famille, ça peut être voyage. Je sais que t'es quelqu'un. On n'embarquera pas là-dedans tout de suite. Tout de suite, on va y aller vers le côté voyage. Mais justement, moi, je pense que je vois une belle opportunité, j'attrape ça, là. Pourquoi pas prendre ce moment-là pour donner les conseils à quelqu'un qui nous écoute. Moi, les gens là, que je veux qu'on parle, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours dans le doute. Ben, toujours, il y a des gens qui sont dans le doute de je me lance-tu en affaires, je m'incorpore-tu ou je reste travailleur autonome. Puis, mettons, on va partir de cette prémisse-là, puis tu vas me donner peut-être ton idée, puis on va aller vers tes projets. Je m'en viens. Fait que quelqu'un qui nous écoute, qui dit ouais, j'ai des doutes, c'est quoi l'avantage de s'incorporer versus, mettons, rester travailleur autonome ou de travailler à salaire? Bon, il y a 3 points dans ce que tu dis. Commençons par le plus simple, celui-là que tout le monde connaît, travailler à salaire. Ouais. OK? Je pense que la majorité des gens ont déjà tous travaillé à salaire. OK? Et, bon, du salaire. De plus en plus, maintenant, on a beaucoup de gens qui nous appellent « Salut Jean-Philippe, j'entends que tu es fiscaliste, est-ce que tu peux m'aider? Je travaille sur la construction ou je suis VP quelque part, tout ça. Je fais 200 000 $ de salaire par année. » Le salaire, tu sais, quand on regarde la politique fiscale, c'est pénalisant. Puis, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Bon, sur la construction, il y a des dépenses qu'on peut passer. Il y a très peu de gens qui le savent parce que comme ils n'ont pas souvent de place d'affaires fixe, on est capable d'aller chercher des dépenses pour la voiture, tout ça. Parce que, bon, un chantier aujourd'hui, un autre chantier demain. Tu sais, il y a des petites choses qu'on peut faire, mais essentiellement, tu as 200 000 de salaire ou 100 000 de salaire, ben, prends des REER. Il y a peu de choses que tu peux faire. Fait que le salarié, il est dans une situation souvent qui est un peu pognée. Puis de plus en plus, ce qu'on commence à voir dans certains modèles, des salariés qui veulent s'incorporer. Bon, il y a certaines notions fiscales des fois qui disent, bon, il faut faire attention. OK? Fait que ça, c'est un volet qui... il y a peu de choses à faire. Mais avant de s'incorporer, tu sais, dans le fond, tu pourrais devenir travailleur autonome. Oui. Dans le fond, fait que là, tu tomberais avec dépenses. Fait que là, souvent, les gens... Ce qu'un employé peut déduire, parce que les employés peuvent déduire dans certaines situations, puis on ne rentre pas dans les détails, certaines dépenses. Okay. Contrairement au travailleur autonome qui, lui, si la dépense te permet de gagner un revenu, tu peux la déduire, sauf exception. Okay. Le golf, ça ne marche pas. Okay. OK? Le golf, ça ne marche pas. Malheureusement. C'est comme ça. Notre travailleur autonome, souvent, l'enjeu qu'il y a, c'est lorsque ses revenus sont quand même assez élevés. OK? Souvent, quand il arrive à la fin de l'année, puis tu es dans l'industrie des services financiers, tu sais comment ça fonctionne. À la fin de l'année, c'est pas juste l'impôt à payer, là. C'est les DAS, les déductions à la source, où ce que ces dernières années, les charges sociales ont explosé. Là. Quand on regarde les cotisations au RRQ, ils ont augmenté. Ils ont augmenté, puis le travailleur autonome les paye aussi la portion employeur. Ouais. Donc, quand on arrive à la fin de l'année, puis on dit, ben essentiellement, c'est pas beaucoup d'impôts. Mettons, quelqu'un qui gagne 50, 60 000, il n'y a pas tant d'impôts que ça à payer que les FSS, les Fonds des services de santé, les RQAP, la RRQ, c'est 10,8 J'ai pas le montant. 5,4 mais ça des deux barres. Fait que ça doit être 10,8 dans ces eaux-là, plus le régime additionnel. Mais tu sais, 10 de 50 000, c'est 5 000 $. Oui, des deux côtés. Ben, en fait, les deux cumulés. Les deux cumulés. Ouais. Mais ça fait des bons montants, plus l'impôt. Fait que souvent, notre travailleur autonome, lui, nous, on n'a pas une grosse clientèle d'impôts des particuliers. Souvent, quand on fait de l'incorporation, c'est des références de comptable qui dit, ben, le comptable m'a dit que je devrais peut-être regarder pour m'incorporer, puis il veut un avis. OK? Fait que souvent, ça vient de là, de nous. Okay. Et donc, dans le fond, l'incorporation, c'est quoi? 2 avantages principaux. La responsabilité. OK? Mais dans l'univers des services financiers, la responsabilité, tu sais, le cabinet doit avoir son assurance, le représentant est encore responsable, tout ça. Fait que la responsabilité, il ne peut pas s'en sauver. Il est toujours là. Ouais. OK? Fait qu'essentiellement, c'est du report d'impôt. Mm-hmm. OK? Pourquoi? Prenons un conseiller financier qui n'a pas d'employé, mettons qu'il est solo, comme un médecin, comme plusieurs professionnels, son taux d'impôt est à 20,5 dans la corpo sur le premier 500 000 de profit.
Alors que notre travailleur autonome, lui, souvent, quand ses revenus sont assez élevés, il tourne autour de 45, 50, jusqu'à 53, 31 de taux marginal. Fait que quelqu'un qui fait des revenus intéressants, il doit penser à l'incorporation. Peut-être que oui, puis peut-être que non, parce que ces dernières années, on a désincorporé des pratiques. Pourquoi? Parce que si ton coût de vie est trop élevé, si tu gagnes 250 000 j'ai déjà entendu parler et que tu dépenses 300, l'incorporation ne va rien te sauver parce que tu dois reprendre tout ton argent. Ouais. Puis des médecins, parce qu'on a une bonne clientèle quand même de médecins, on a deux types. Ils en gagnent 500 ou 1 million, puis ils en dépensent 1,5. Puis on a des médecins qui gagnent 350 000 dans le corpo, ils se versent un salaire de 60 000. OK. Fait qu'on a vraiment la dichotomie des deux. Là. Fait que là, celui qui est 1,5 million, il n'y a aucun avantage. Qui dépense 1,5 quand il en gagne 1, il n'y a pas d'avantages fiscaux à être incorporé, à part se créer des frais supplémentaires de... Il crée des frais, exactement. Puis comptabilité. Les frais comptables de faire un état financier plus un rapport d'impôt corporatif, c'est plus cher qu'un travailleur autonome. Mais si tu n'as pas la capacité d'épargne en fonction de ton coût de vie, si tu as besoin de 100% de ce que tu génères pour vivre, l'incorporation ne te sauve rien. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Oui. OK, parfait. Puis l'autre côté, celui qui vit sous son coût de vie. Mettons, exemple, fait 200, 300 000 dans la compagnie, mais il vit à 60, 75 000, 100 000. Là, à ce moment-là, j'ai vu tes yeux grossir. Oui. Là, il y a un gros avantage à ce moment-là. Ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, ta société, c'est de l'impôt reporté. Ouais. OK? Donc, oui, quand tu vas le décaisser, tu vas repayer de l'impôt. Sauf que ton effet levier à court terme sur ton impôt non payé, là, cet impôt-là, tu es en finance, Patrick. Fait que tu peux le réinvestir. Tu l'investis sur les marchés, tu rachètes de l'immobilier, des plex ou quoi que ce soit. Tu fais quelque chose d'intelligent avec ton impôt. Si tu utilises l'argent du gouvernement que tu aurais payé non incorporé. Je veux qu'on aille un petit peu plus en détail pour bien comprendre. Mm-hmm. Mettons, exemple, tu as 100 000 qui est, mettons, un bénéfice net dans ton entreprise. Tu parles de levier. Ça serait quoi le levier là-dedans? Ça serait quoi? Mettons, as-tu des chiffres pour me donner un exemple? Mettons qu'on fait ça roughly. Là. Ouais. OK? Mettons, j'ai un 100 000 de profit qui serait imposé à 20,5. Ouais. Arrondissons-le à 80 000. Oui, exact. J'ai 100 000 de profit, moins 20 000 d'impôts, il en reste 80. Ouais. OK? Le même 100 000, mettons que je gagnerais déjà 150 000 comme travailleur autonome, c'est mon salaire que je me verse, qui viendrait s'ajouter, mettons-le à 50 de taux marginal. Ouais. OK? Fait que j'ai 50 versus 20 Fait que j'ai un écart d'à peu près 30 Puis là, c'est très estimé. Ouais. 30 de 100 000, ça fait combien? 30 000 $. Bon, qu'est-ce que tu fais avec 30 000? Ben, moi, je le sais quoi faire avec 30 000. Toi, tu sais quoi faire avec 30 000? Ben oui. On achète des placements cotés en bourse, comme dit mon associé. Voilà. Des placements cotés en bourse. Mais c'est ça. Mais exact. Fait que ce 30 000-là, année après année, cumulé après cumulé, il peut faire un méchant effet de levier. Puis, pour vrai, je l'ai l'idée. Là. C'est toi qui m'avais même expliqué ça. Tu m'avais dit, tu sais, Patrick, si tu mets de l'argent dans mettons, une société de gestion, tu mets ça là-dedans, puis tu ne payes pas tout le temps l'impôt de ton salaire, à un moment donné, c'est sûr que ça fait une boule de neige. Tu vas la payer un jour, cet impôt-là. Ben, encore là, c'est encore drôle parce que quand on fait une bonne stratégie de décaissement, dépendamment de ce que tu as besoin à la sortie, ben, exemple, si à retraite, je verse 40 000 de dividendes, puis que c'est mon seul revenu, ben, j'en paierai pratiquement pas d'impôt. Je comprends. Puis là, je récupère de l'impôt dans la société si j'ai de l'impôt de la... Je veux pas être trop technique, non, là. C'est ça. Mais dépendamment de ce que tu sors de tes autres revenus, ben, tu es capable de pratiquement pas payer d'impôts. Puis c'est ça qu'on voit chez certaines personnes. Puis c'est ça qu'on voit, mettons, exemple, des gens qui sont capables de s'accumuler des millions dans leur société parce que ce 30 000-là, calcule-là, l'effet boule de neige à 5-8 de rendement composé, plus l'année suivante, tu as un autre 30 000 ou un autre 40 000 parce que là... Les revenus augmentent. Mettons, le bénéfice devient meilleur aussi, probablement à gérer tes affaires. Ton équipement devient payé. Si tu as moins de dépenses, plus que tu as de profit, tu payes de l'impôt sur ton profit à la fin de l'année. Fait que t'aimes-tu mieux en payer à 20 ou à 50? À 20. À 20, c'est sûr. Puis même maintenant, on a un taux de 12,2 au Québec. Si tu as ton 5 500 heures travaillées, bon, 12 sur le premier 500 000. Tu fais 500 000 de profit, tu envoies à peu près 60 à l'impôt. Ça vaut la peine. Il en reste 440.
Puis je vais attraper ton 5500 heures juste pour qu'on comprenne bien. 5500 heures travaillées dans ton année avec ta compagnie. Donc, c'est environ 3 employés à temps plein. Environ 3 Environ. T'incluant toi. T'incluant toi. OK. Fait que t'as un gars avec toi ou une personne avec toi. Puis des fois, t'hésites à t'engager une adjointe. Ben là, cette économie d'impôt-là peut venir payer bien des affaires. On a souvent cette discussion-là avec les clients qui sont solos, ont une personne qui travaille avec eux, sont 2. Puis des fois, je suis pas sûr si, regarde, mettons, tu sauves 25 000 à l'impôt, ça te redonne un budget pour te libérer du temps. Tu sais, on parlait à micro fermé. À micro fermé de le temps. Est-ce que, tu as de l'argent là que tu donnes pour nos services qu'on reçoit pas anyway. Oui, exact. Okay? Les belles routes, les beaux hôpitaux. Les belles écoles. On peut en parler longtemps. On peut en parler longtemps. C'est un autre épisode. Mm-hmm. Exact. OK, parfait. Fait que là, cette économie-là te donne du budget pour être capable, des fois, d'augmenter tes ressources humaines, puis être capable là, de sauver des sous. Parce que là, il faut qu'il soit dépensé pour des ressources humaines. Tu peux pas t'acheter un pick-up, là, ça ne baissera pas ta facture de... Oui, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pas par rapport au taux d'impôt, parce que la gestion, pas la gestion, mais la société, c'est ton profit net que tu payes de l'impôt. Fait que plus ton profit est élevé, plus tu vas payer d'impôt en pourcent. Ton pourcentage est bas, mais plus ton profit est élevé, plus que ton montant va être important en termes de dollars. Puis là, on a parlé de laisser, exemple, de l'argent dans une société pour être capable de faire des investissements en bourse ou des plex ou des choses comme ça. Mettons, si je prends mon entrepreneur en construction typique, tu lui proposerais-tu d'acheter des plex ou de l'immobilier à l'intérieur de sa société opérante? Non. On a souvent cette question-là, puis en toute honnêteté, on a quand même une bonne clientèle d'entrepreneurs. Ils ont toutes l'idée où, en fait, je te dirais probablement que 80% ont déjà de l'immobilier, puis le 20% qui ne l'ont pas, ils en veulent. Ils attendent, là, mais ça s'en vient. Oui. Ils en veulent parce que souvent, les entrepreneurs, ils ont tous les contacts. OK? Bon, nous, on est à Québec actuellement. L'enjeu à Québec, la grande région de Québec, c'est la disponibilité des terrains. Mm-hmm. OK? Le terrain, il est rare, il est difficile. La ville, les zonages, puis tout ça. Hein? Ça, c'est un autre podcast aussi. OK? Fait que souvent, ils ont les ressources. Eux sont capables d'en faire eux-mêmes, s'auto-facturer certains travaux. J'étais un entrepreneur plombier, j'ai des chums électriciens. Ils ont tous déjà les contacts nécessairement. Ils travaillent ensemble. Fait que souvent, ils sont capables de... ils ne construisent pas des maisons des aînés à 1 million la porte, là. Il y a juste le gouvernement qui est capable de faire ça. Le public peut faire ça, mais le privé, clairement, il n'y a aucune rentabilité à faire ça. Aucune. En fait, c'est zéro. Là. Fait, pour revenir à ta question initiale, la responsabilité en construction est là. OK? Puis pourquoi les entrepreneurs sont incorporés? C'est pour limiter la responsabilité. Bon, oui, il y a des cautionnements, etc. Mais on veut protéger les actifs parce que j'étais avec une personne de ventilation là, quelques semaines, puis son employé il a pris la scie, puis il a pété les tuyaux de plomberie en même temps. Fait que ça a mis de l'eau partout. Fait que c'est pas juste une faute professionnelle, c'est un accident. Là. Un accident où l'employé était sur je sais pas quoi. Là, mais, qu'est-ce que... Je connais pas les détails. Je pose pas de questions pour ça. Moi, je trouvais l'histoire drôle, mais lui, il a trouvé moins drôle. Je sais pas. Je sais pas. Fait que, essentiellement, dans l'entreprise de construction, on veut pas d'actifs. On veut que ce soit dans une autre société. La responsabilité, j'ai mes plex dans Imoco, une société immobilière, ils sont là, ils sont protégés, il arrive quelque chose où je veux vendre mon entreprise, on veut, puis même quand on va plus loin, des fois, il y a des entrepreneurs qui ont les outils sont même pas dans les pick-up, tout ça, sont même pas dans l'entreprise. Dans l'opérante, la société. Sont loués à une autre société parce qu'ils veulent absolument rien. Chacun gère. Là, il arrive, mettons, une poursuite, une faillite ou autre. Dans le fond, tous les actifs restent dans l'autre société qui est notre gestion ici dans cet exemple-là. Fait que comme ça, mais j'avais même lu un article, au Québec, on est les spécialistes de ça. On décolle un projet, on part une société. Ça, c'est quand même assez standard, là, surtout dans les gros projets. Il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Donc, exemple, actuellement, on est en train de... on fait l'achat, on représente un client qui veut acheter un Plex à Québec, une transaction d'à peu près 22-23 millions. En achetant les actions
de la société qui détient juste cet immeuble-là, ben, il sauve les droits de mutation. Ah, OK. Fait qu'il y a un 700 000 qui sauve Ouais, de j'avoue, droits de hein, c'est mutation. pas 5 000 piastres d'une maison. C'est là. pas... tu sais, les montants sont... puis même 5 000 maintenant, avec les taux de mutation, 5 000, c'est pas une Ouais, grosse mais je vis maison dans à le Québec. bois, là. Je vis dans le bois. Ouais, c'est ça. C'est plus pour ça, d'après moi. Ben, c'est correct. C'est Ouais. bien correct. Là. Diminuer ton coût de vie, c'est la meilleure façon de... Oui. Écoute, je vais la prendre, la passe. Là. Je vais la prendre, la passe à la palette. Dans le fond, là, on a parlé, mettons, société incorporée, de travail autonome, société incorporée, d'avoir une gestion. C'est quoi les étapes? Toujours consulter son professionnel pour être capable de passer à l'action. Parce qu'il y a des fois des moments que moi, je croyais que c'était un bon moment, que tu me mentionnais que c'était pas la bonne période. Oui, bien, le professionnel, l'enjeu avec ça, c'est que souvent, le professionnel n'est pas vraiment disponible ou c'est difficile de le rejoindre, tout ça. Fait que de ne pas hésiter à faire, puis ça l'a mal vieilli, faire ses recherches. Tu sais, ChatGPT, c'est pas parfait, mais il y a quand même des bons éléments qui peuvent ressortir de ça, des fois, pour amener justement à avoir cette discussion-là. Tu sais, ChatGPT m'a dit ça, etc. Ça fait-tu du sens? Tu sais, parce que il donne des bonnes réponses. Là. Oui. Puis d'aller valider l'information reçue. C'est toujours la même chose. Mais tu sais, la disponibilité du professionnel, tu sais, souvent, les gens maintenant veulent beaucoup des conseils gratuits, mais tu sais, souvent, nous, on vend de l'intangible. Tu sais, je veux dire, moi, comme fiscaliste, je vends ma tête, je vends du papier, là, puis on le vend cher. Mais il faut aussi être capable mais de... c'est toutes les années que tu as mis à te former, là, dans le fond, toutes les formations, les cas que tu as vus, les cas réels aussi qui ont fait une différence. La passe à la palette, je voulais, là, c'est que tu as parlé de temps. Oui. Mais moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, dans le fond, parce que moi, je t'observe, puis les conseils que tu me donnes, c'est pas juste des conseils sur mon entreprise. Tu m'as également, Mané, dit, tu sais, Patrick, ton BMW, dans le fond, c'est une belle dépense, ça paraît bien, mais Chris, ça te coûte cher au bout de la ligne. Puis même que pour faire du pouce, j'avais lu un livre qui s'appelle Epic Leadership, la quête du leader en soi. Puis en voyage que tu m'avais vendu à Cuba, d'ailleurs, on en reparlera d'un autre truc, mais là-bas, je m'étais mis à pleurer parce que finalement, la seule personne qui se nuisait dans cette situation financière, c'était moi. C'était ma décision de garder ma voiture trop chère, me coûtait très, très cher sur le plan familial, le temps personnel et autres. Toi, comment ta situation, c'est quoi les changements ou les... Ben, je ne sais pas si tu as fait des changements. Tu sais, là, tu as 38 ans, mais mettons, à 20 ans, t'étais-tu le même Jean-Philippe? T'avais-tu déjà une méthode d'épargne? T'avais-tu déjà ton million à 22 ans? Ou tu as mis ça de côté puis tu as changé ta direction au fil des années? Ça, c'est une grosse question. Non, j'avais pas mon million à 22 ans. J'étais cassé bien raide. Ah ouais? Cassé. Non, mais... On vivait, on n'a jamais rien manqué, puis tout ça. Puis, mais mes parents ont toujours été économes. C'est le modèle que j'ai eu de... Où ce que je me souviens, tu sais, même à 22 ans, je travaillais encore au McDo, j'étais à l'université parce que moi, j'ai été longtemps à l'université parce que j'ai fait 2 bacs. Tu sais, je suis fiscaliste, mais je suis aussi microbiologiste. Ma première formation... Quand même. J'ai fait un bac en microbiologie, tu sais, fait que à cette époque-là, je pense que c'était ça, 22 ans. Fait que j'ai toujours été économe, j'étais jeune, je travaillais au McDo, je plaçais 35 $ par paye ou par semaine, je me souviens pas, tout le temps, j'ai toujours épargné. Okay. J'ai toujours aimé ça, épargner. Est-ce qu'on a changé des choses? Oui, parce que ce qui a beaucoup changé mon thinking... Une Audi, j'en ai déjà eu une. Oui. J'ai déjà eu mon Audi, puis tout ça, puis ça, c'est drôle. Je vais avoir une histoire par rapport à ça après ça, parce que je l'aimais beaucoup comme voiture, mais après 1 an ou 1 an et demi peut-être, là, je l'ai rentré au garage, puis tu sais, ces voitures-là, ça coûte une beurrée, sérieux, là, c'est comme... Fait que là, il fallait que je fasse le changement d'huile, changer les bushings dessus. Je sais pas c'est quoi des bushings, OK? Je connais pas ça. Des rubbers, là. Ça me coûtait comme 5 000 $. J'ai dit, mais je ne mettrai jamais ça sur un char. J'avais un Honda Civic avant, j'avais un Honda Accord après ça. Là, je suis allé avec Audi parce que, hey, ça paraît bien. Tu arrives chez quelqu'un, là, je me souviens, c'est arrivé, c'est qui a de l'argent ici? Parce que c'est le... Audi, ça fait jeune professionnel. La marque est quand même jeune. Puis
Après ça, j'ai changé pour ma belle Toyota RAV4 que j'ai. Il n'y a jamais personne qui me dit « Hey, quelqu'un qui a de l'argent ici avec mon RAV4, hein? » Ben non, c'est sûr que non. Hein? Ça passe plus incognito. Ça passe plus incognito. Mais je serais curieux de comparer tes relevés de compte de banque. Tu sais, le compte de banque, peut-être pas parce que tu ne dois pas garder de l'argent à la banque tant que ça, mais je serais curieux de comparer à ce moment-là avec ta Audi, puis maintenant. Là. Ben, je veux dire, cette voiture-là, depuis que je l'ai, j'ai mis des breaks, j'ai changé les tailleurs, changement d'huile. J'ai eu une réparation hier pour mon tuyau, 75 $. Bon, c'est correct. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de... C'est un tank, là, c'est un Toyota. C'est le... Puis, tu sais, on le voit avec les clients. Il y en a... Puis, ce qui m'a allumé, c'est que quand j'étais jeune fiscaliste, tout ça, je rencontrais des clients qui valaient 300, 400, 500 millions, qui se promenaient dans leur voiture avec une poubelle. C'est pas une voiture, c'est une poubelle, OK? Avec les petits coupons AEW sur le char. Pour être sûr de sauver. Pour être sûr de sauver. Ouais. Puis des fois, tu te dis, crime, moi, j'ai pas ça. 300 millions, encore aujourd'hui, j'ai pas ça. Je pense pas l'avoir un jour parce que c'est pas un objectif, OK? On est loin de ça. Mais pourquoi lui fait ça, puis que... Puis tu sais, il y a des gens qui aiment les voitures. Mm-hmm. Si tu as les moyens d'avoir tes voitures, il y en a qui ont des collections de Ferrari. Luc Poirier, il aime ça, c'est son dada, puis c'est correct. Mais lui, tu sais, de la façon qu'il le fait, ça prend de la valeur. Mais pour la majorité des gens... Quand tu as des milliards à maner d'acheter un char à 100 000, c'est comme une poignée de change. Là. Mm-hmm. Fait que souvent, quand que tu fais une introspective sur tes dépenses de où est-ce qu'elle va mon argent, puis tu sais, beaucoup de gens, tu côtoies des gens qui disent on travaille fort, on fait nos heures, on travaille 40 heures par semaine, tout ça, puis on arrive à la fin de la semaine, on n'a rien. Tout l'argent est parti dans le compte, est allé où? Ouais. Puis je vais juste te prendre ça parce que la semaine passée, j'appelle un de mes clients. Puis je dis hey, c'est quoi tes prochains projets? Tu veux acheter un bloc, un garage, bâtir une maison? Il me dit Pat, je veux récupérer du temps. Hey, je m'en allais entrepreneur, là, puis tu sais, il disait un peu à la blague, là, je pensais lâcher mon 8 à 4 pour devenir, tu sais, libre financièrement, mais il dit finalement, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il dit c'est capoté, man. Je pensais jamais me rendre là. Puis, tu sais, ton client, lui, il était à quel stade, mettons, d'être entrepreneur? C'est-tu ses premières années? Ça fait 3 ans. Ouais. Le cycle de vie d'une entreprise, quand tu le commences, moi, je me souviens que c'était le running gag, on faisait des impôts le dimanche, puis on travaillait, tu sais, des fins de semaine, on en a fait, des soirs de semaine, on en a fait, parce qu'on était longtemps à jongler plusieurs chapeaux de... bon, j'ai un emploi, je fais ma business, puis tout ça. Puis, tu sais, la sécurité, tu sais, souvent, tu me disais, c'est quand qu'on se lance, tout ça. Puis la sécurité de, ben, tu fais tes heures, puis le jeudi, ben, tu as ton chèque de paye qui rentre à minuit, puis là, tu as l'hypothèque qui sort, puis tout ça. Fait que ça apporte une sécurité d'avoir un dépôt financier, le dépôt, un dépôt qui est là. Mais, tu sais, la réalité, c'est que ici... Puis, tu sais, moi, je le suis entrepreneur, puis j'admire tous ceux-là qui ont le courage de le faire parce que tout est tellement compliqué, là. Puis, c'est pas juste dans mon domaine, tu sais, on a des actifs dans différentes choses, puis on a des enjeux, des fois, la réglementation, l'environnement. Puis j'ai rien contre ça, c'est juste que des fois, tout est tellement compliqué, là, C'est lourd. Quelqu'un qui veut se partir une entreprise, finalement, qui pense qu'il part une entreprise pour exercer son métier peut-être d'artisan. Le gars qui veut poser de la céramique, veut poser de la céramique. Là. Dans le fond, puis il veut se faire payer pour poser de la céramique, mais il se rend compte qu'il y a ça de paperasse. Puis il ouvre un compte là, les taxes, les DES, les ci, les ça, c'est NSST. Non, c'est tout ça. Puis souvent, les gens, ici, ils voient juste le beau côté. On se bat, toi, c'est facile... Parce que, puis tu sais, l'image qu'on voit souvent sur LinkedIn ou Facebook de t'as la montagne, puis t'as la personne qui gravit, puis tu vois des couteaux, puis tout ça, puis là, ouch. Puis là, tu vois les gens qui voient juste le top, et c'est... Ça a été chanceux. Il y a toujours un certain aspect chance dans ce qu'on fait. Parce que on crée notre chance, mais des fois, tu sais, il y a des affaires... tu sais, moi, je suis un gars de projet, mon associé aussi, des fois, tu sais, des projets, on en a plein. Tu sais, dernièrement, on voulait acheter une résidence au Portugal. Fait que là, on regardait ça et tout ça. Puis on s'est fait dire par la banque au Portugal qu'on n'était pas solvable.
OK. On était trop endettés. C'est la première fois. Bon, ça a donné qu'on n'a pas poussé plus. Je pense que la personne n'a pas bien travaillé son dossier. Elle a comme... Tu sais, on a une situation qui est un peu plus complexe avec plusieurs entreprises, puis pas nécessairement des gros revenus personnels. Pas beaucoup de salaire, c'est ça que je disais. Ouais. Peu de salaire. Fait que des fois, bon, il y a certains enjeux comme ça, mais tu sais, souvent, quand on est... Fait que, tu sais, des échecs, on en a... ça arrive, là. C'est juste que les gens... C'est plus rare qu'ils en parlent. Ouais. C'est pas vraiment un échec, plus un report, on va dire. Oui, parce que la maison est encore affichée sur ton frigidaire. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas poussé, parce que le projet était intéressant, mais il y avait bien des restrictions, puis ça nous faisait hésiter un peu. Finalement, ça a comme fait... c'est un signe de la vie. C'est un signe de la vie. Ouais. Ça, je crois énormément à ça. Le timing n'était pas là pour... OK, il va en avoir d'autres. Okay. Puis tu as parlé d'immobilier, mettons, outre-mer, mais tu sais, mettons, toi, là, qu'est-ce qui a fait ta liberté financière? C'est pas de faire des rapports d'impôts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'as pas augmenté ton volume de rapports d'impôts qui a fait non. Non. Parce que je te sens quand même libre financièrement. Tu as joué à Monopoly une couple de fois, tu as dit c'est comme ça qu'on gagne. Non, mais tu sais, dans le fond, oui, on a une certaine liberté financière. On prend beaucoup de vacances, on voyage beaucoup. Un moment donné, l'effet boule de neige qu'on parle tout le temps, c'est vraiment plaisant de se lever un matin. Nous, on ne travaille pas le vendredi. En tout cas, là, mon associé ici, il regarde ça, il va dire « Ah, il ne travaille pas. » J'essaye, en tout cas, là, de ne pas travailler le vendredi parce que, en tout cas, bref. Mais vendredi, ça a été une bonne journée sur les marchés boursiers. Fait que la semaine était faite. Tu comprends? Ouais. Fait que la liberté financière, c'est quand tu es capable de troquer, puis il y a beaucoup d'informations là-dessus, de troquer tes heures, de l'investissement passif. Puis le gouvernement considère que de l'immobilier, c'est passif, mais honnêtement, c'est pas tant passif que ça. Là. On n'a pas beaucoup d'immobilier, on a un petit peu. Juste assez pour dire qu'on n'en veut pas nécessairement beaucoup plus. T'en as en masse. Ben, dans le fond, c'est une diversification de portefeuille. L'immobilier, nous, on... tout le monde parle de la bourse, mais quand tu n'as jamais connu un vrai crash, là, c'est pas un crash de un mois, de moins 30, un mois, puis après ça remonte. Les gens oublient que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans avant de récupérer une perte. Fait que comme je dis toujours, moi j'ai des terrains et tout ça, fait que je peux aller m'asseoir dessus avec une petite chaise, prendre une bière, il est à moi. Un actif tangible. Il est à moi. Tu peux vendre ton bois, là, à la limite. Là. Non, mais parlant de bois, on a des terres à bois dans Bellechasse, que là, on a donné le mandat au groupement forestier de j'attends le plan d'aménagement est sur le bureau de l'ingénieur. Je l'attends je veux faire couper le bois parce que la tordeuse s'en vient, puis tant qu'elle perde, on ne veut pas perdre quelque chose. Là. Fait que si ça donne, j'ai aucune idée combien ça peut donner, mais ce sera ça de plus. Ouais, j'ai un de mes chums qui avait fait ça pendant la pandémie. Il avait vendu du bois pour faire des chemins puis des routes, puis ça avait été quand même assez lucratif. Mais c'est quelque chose, des fois, même que le gars, il payait pour venir couper. Dans le fond, il s'occupait de tout. Dans le fond, lui, il dit « Je viens, je vais le vendre, tac, il garde 20%. » Ouais, ben c'est ça. Là, c'est comme ça, on le fait à forfait parce que, j'ai une petite vendeuse là, qui est récente, là, mais ça va en avoir pour un bout. On peut pas faire tout ce qu'on a à faire. Là. C'est mieux de le donner. Puis ça, tu sais, c'est de déléguer du temps parce que est-ce qu'on pourrait en faire? Ben oui, on pourrait s'équiper et tout ça. Est-ce que ça nous tente? Pas tant que ça, peut-être. Là, ça fait plusieurs fois qu'on plug le temps. Là. Dans le fond, toi, là, qu'est-ce qui t'a fait réaliser le temps? Il est arrivé un moment que tu t'es dit, là, j'ai plus de temps, puis je veux récupérer du temps, ou tu as entendu ça quelque part, une formation, développer un livre, je sais pas? Non, développer un livre, non. C'est ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un moment donné, j'étais-tu encore en Industrielle Alliance? Je me souviens pas. En tout cas, il y a un moment dans ma vie, il y a plusieurs années, que j'allais pas bien. On faisait des semaines là, complètement folles, là. OK, de 60, 70, 80 heures par semaine, puis ma santé en écopait. Mm-hmm. Puis, tu sais, un moment donné, j'étais allé voir mon médecin, puis il trouvait que ma tension était haute, tu sais, le stress, l'anxiété, puis tout ça. Puis, tu sais, il me disait, t'es pas loin d'être médicamenté parce que, tu sais, le plus bas possible, là, mais non, c'est pas vrai qu'à 30, je sais pas quel âge j'avais, là. Non, c'est pas vrai, là.
Ouais. Fait qu'on va changer des choses Puis je plutôt me rappelle que de toi dans ces époques-là. Puis je peux te dire c'est exactement quand. Ben, Puis d'après moi, j'ai mal été pas longtemps après toi. fait que fait que, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça qu'à un moment donné, tu dis, OK, le temps, il faut prendre du temps pour soi. Puis, tu sais, l'argent, c'est une chose, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, moi, ce que je veux le plus, c'est je veux moins travailler, mais faire plus d'argent. Ouais. Puis souvent, les gens ne sont pas capables d'associer les deux. Parce que souvent, ici, ben, tu es salarié, ben, si je fais de l'overtime ou. Ouais, mais tu sais, ton overtime, tu vas la payer en impôts. Fait que tu sais, ton temps de qualité, l'heure que tu reprends. Fait qu'il y a tout un thinking. C'est pas facile Ben, on dirait que tu as à sortir de parce ça. que de ce que j'entends, c'est comme si l'entrepreneur se dit je vais travailler plus l'heure supplémentaire, puis je vais en avoir plus dans mes poches. Puis c'est comme si tu associé dès notre jeune âge, on va dire, à travailler plus, faire plus d'argent. Ben, puis tu sais, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de qualité de vie. Puis ce qu'il faut pas hésiter, j'ai été chanceux jeune fiscaliste. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui en savaient plus que moi. Puis je parle pas juste en fiscalité, je parle sur un paquet de sujets. Puis souvent, il ne faut pas hésiter. Moi, je sais pas tout. Puis je suis bien humble de dire à un client, je le sais pas. Je vais fouiller, je vais gratter, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Puis l'expérience des autres, il y a des choses que je fais aujourd'hui ou que j'ai fait dans ma vie que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit de faire ça. Mhm. Puis c'est donc bien intelligent. J'aurais pas pensé à ça. Fait que d'aller chercher d'autres façons de faire, des gens qui ont plus de connaissances ou qui ont du vécu ou quoi que ce soit, qui t'apportent quelque chose qui te fait grandir comme humain, ben c'est là que tu es capable de développer ton toi-même pour dire, ben là, je suis rendu là. Puis souvent, tu sais, on ne veut pas comme déléguer ou des fois, on dit, ah ben là, ça va me coûter de l'argent ou, ah non, je suis capable de le faire moi-même. Puis ça, actuellement, à 38 ans, je suis en train de développer cet aspect-là de, je suis capable de le faire, mais je vais payer quelqu'un pour le faire parce que mes heures, je vais faire autre chose qui va être plus payante ou juste lire un livre puis juste Quelque chose qui te passionne, puis vivre ta vie, là, dans le fond. Ouais. Là, parce que, de récupérer le temps, on a juste une vie, puis je l'ai ployé Ben. à quelques reprises dans la saison jusqu'à date, mais 4000 semaines. 4000 semaines, c'est l'espérance de vie. Là. C'est tout, hein? C'est tout, hein. Dans le fond, pendant combien de semaines tu veux tu veux vivre des poubelles toi-même, là, on peut dire ça, mais des fois, c'est des tâches qui sont pas à valeur ajoutée. Hey, on dirait que je vais faire un petit bifurque après. Pas de valeur ajoutée, mais dans le fond, tu pourrais déléguer carrément. Puis là, excuse-moi, ben, je voulais pas te couper ton élan, mais l'intelligence artificielle, on en a parlé un peu. Mm-hmm. Par rapport à ton domaine, par rapport à qu'est-ce que tu vois aller, qu'est-ce que tu vois qui risque d'arriver? Ce qui est très intéressant, je voyais une statistique la semaine passée sur LinkedIn où ils ont fait des sondages auprès des gens pour dire est-ce que vous croyez que votre emploi est menacé par l'intelligence artificielle? OK. Puis ce qui était surprenant, c'était de voir à quel point certains pays, les gens ne croient pas que leur job est remplaçable. OK. Puis le Canada. J'espérais que tu l'aies. Le Canada est dans le Canada, la France, le Royaume-Uni. Sont dans le top des pays que, j'y vais de mémoire, là, je pense que 30% des gens sont convaincus que le job est irremplaçable par l'IA. Puis après ça, quand tu regardes les statistiques, mettons un autre 30 qui dit ben, peut-être en partie, tout ça. Puis c'est assez surprenant. C'est assez surprenant quand on regarde les statistiques parce que le gros enjeu, la beauté d'un entrepreneur, ou moi comme fiscaliste, là, souvent, on parle souvent avec des comptables, tout ça, puis les comptables n'ont pas la même façon de réfléchir que nous. Mm-hmm. Les comptables, souvent, sont plus carrés. Moi, je suis capable de fitter un cercle dans un carré. OK? Puis souvent, la question, c'est, moi, j'aimerais ça, mais comment qu'on le fait? OK? Comment qu'on l'implante? Puis l'IA, c'est beaucoup ça, parce que les gens disent, mon travail est impossible à être remplacé par l'IA. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas telle chose, telle chose, telle chose. OK? Mais si on fait telle chose, telle chose, telle chose de cette façon-là, est-ce que ça marcherait? Ah, là, oui. Fait parce que les gens ne sont pas capables d'imaginer
que leur travail peut être fait de façon différente. D'une autre manière ou d'un autre cycle ou d'une autre étape par Parce étape différente. Parce qu'ils ont toujours fait la même chose. J'étais avec Revenu Canada, c'est quoi, v'là quelques semaines. Le gars, il me dit, je vais t'autoriser de modifier telle année, je vais mettre des notes dans le dossier. Mais j'ai dit, pourquoi tu le fais pas? T'es dedans. Vous n'avez pas adressé la demande, vous contestez, exemple 2018, mais je t'autorise 2019-2020. Oui, mais t'es dans le dossier. Fais-le. Ça va te prendre 8 minutes. Oui, mais il va avoir un grief puis son syndicat veut pas. Ben, c'est ça. Fait que quand les gens disent, ah ben non, ma job, ben oui, parce qu'on le fait de cette façon-là. Mais, tu sais, nous, notre rôle d'entrepreneur, c'est tout le temps, de quelle façon est-ce qu'on peut Réussir. faire pour que ça marche? Oui, exact. Fait que je pense que c'est ça pas le gros bug, mais ce que les gens voient pas, c'est OK, mais est-ce qu'on peut changer nos façons de faire? Est-ce qu'on peut changer la façon qu'on fait ça pour que ça marche? Ben, la réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Puis, tu sais, on a notre persona qui est de travailleur de la construction. Puis, tu m'as mentionné quelque chose tantôt. Tu sais, l'intelligence artificielle, tu as vu des robots en Chine qui font déjà des travaux de construction. Tu sais, fait que la robotisation, on a parlé de l'IA, mais il y a aussi la robotisation qui risque d'arriver quand même parce que dans un futur assez proche. Ben, la robotisation est déjà là. J'ai une amie qui revient, elle est atterrie hier de Californie, puis elle a pris les voitures sans chauffeur, puis tout ça. Ouais. Fait que là, ben, si une voiture est capable de se conduire sans personne, tous les chauffeurs d'autobus, les chauffeurs de train, les taxis, les pilotes d'avion, bon, ça, c'est peut-être un. Je connais pas assez ça, je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais... Oui, mais j'aimerais ça que quelqu'un tienne le volant pareil. Là. Mais c'est ça. L'autopilote, c'est déjà c'est comme ça. il décolle, puis il atterrisse, puis entre les deux, je pense que ça pilote ça. Exact. Fait mais si on avait dit, il y a 10 ans, pensez-vous que les voitures vont se conduire tout seules? Les gens, probablement qui auraient dit, ben non, tu sais, la sécurité routière, puis... C'est trop complexe, il y a trop de choses. Fait qu'il y a bien des choses qu'on ne sait pas ce que ça va faire. Mais on va découvrir. Ben oui, c'est ça la beauté de la chose. Mais tu sais, si l'humain peut consacrer plus de temps à être avec ses enfants, etc., tu sais, combien de gens, nous, on n'a pas d'enfants, mais combien de gens, moi, je vois, ben là, partent le matin, là, c'est la course vers la garderie, parce que là... C'était mon parcours du combattant ce matin, oui. Si tu arrives en retard, tu as une pénalité ou je sais pas quoi, ou ben là, bon, là, après ça, tu tombes dans le trafic, puis là, tu tombes sur l'autoroute, puis là, bon, là, il y a un accident, là, ben, tu peux rien faire, là, t'es pogné là. Ouais. Après ça, là, t'es parti trop vite, fait que là, vite, faut que j'aille me chercher un lunch à l'heure du midi parce que t'as faim, puis tout ça, puis après ça, là, tu retournes au bureau, puis là, après ça, ben, la fameuse routine du soir, nous, on n'a pas d'enfants, mais la routine du soir, j'entends ça 8 fois par semaine, là. Oui, elle existe. Hein? Elle existe. Ouais. Donc... Tu sais, fait que ça devrait redonner, on va dire côté positif, ça devrait redonner probablement du temps. On espère de qualité. Ben, grâce à ça. Parce que passer plus de temps avec sa famille, passer plus de temps avec ses proches, passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Oui, ben ça, c'est... Ou travailler 40 heures pareil, mais d'en faire plus. Mais rendu là, Patrick, c'est un choix que tu fais. Oui. Si tu fais le choix de dire j'ai trop d'ouvrages, puis moi, je reste au bureau jusqu'à 9 h le soir, je pourrais le faire. Mais je prends le choix de faire autre chose de ma vie. Fait que, est-ce que c'est vraiment récupérer du temps ou de changer les choix que tu fais? Oui, choisir ta vie au lieu de la subir. OK. Puis, tu sais, il y a quelques années, j'ai un bon ami qui est décédé à 38 ans, à mon âge. 38? Ouais. Il s'est levé un matin, un gars qui travaillait beaucoup, puis assez en forme, cadet, puis tout ça. Puis, il travaillait vraiment beaucoup. Puis, il s'est levé un matin, crise cardiaque fulgurante, 38 ans. 38 ans, parti. Décédé chez son employeur. Quand même. C'est un accident de CNSST? Je veux pas embarquer là-dedans. Non, c'est crise de... OK, quand même, mais... Fait que ce genre de choses-là, un moment donné dans la vie, ben... Moi, j'avais 35 ou 34 à l'époque. Tu m'en avais parlé, puis j'ai l'impression que ça a fait une coche dans ton parcours. Ben, c'est sûr que oui, parce qu'on pense tout le temps qu'on est immortel. On a juste 4000 semaines. Ben, c'est ça, puis tu sais, tout le monde nous le dit. Tu sais, souvent, ce qu'il faut pas oublier, c'est... Mettons, quand on était jeune, là. Moi, je me souviens, à 20 ans, 25 ans, les gens nous disaient « Profitez de l'école parce que vous allez voir, c'est vos plus belles années. » Puis là, « Hey, on riait-tu d'eux autres? Voyons, nos plus belles années, puis tout ça. » J'ai pas une scène, j'ai pas de idée. Ça va être correct. Oui, mais tu sais, on avait du temps parce que, mettons, aux fêtes
l'école était arrêtée quoi, 2-3 semaines? 3 semaines, ouais. Là, tu travaillais, mais là, tu prenais des congés pour être avec la famille, puis tout ça. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, notre temps des fêtes, souvent, ben, j'appelle ça, moi, la rondelée, parce que là, il faut voir tout le monde, la belle famille, puis on veut essayer de voir tout le monde, puis passer du temps de qualité, mais là, il y a une tempête de neige qui arrive. Tu sais, Ouais, c'est une course. c'est une course. Ouais. Si je dépose une dernière chose avant qu'on termine, JP. Déjà? Ça va déjà faire bientôt 1 heure. Ça va vite, hein? Ça va vite. Ben trop vite. J'aime ça utiliser ce podcast-là parce que tu comprends que le podcast va perdurer dans le temps, fait que tout ce qu'on envoie dans l'univers va être enregistré avec cette caméra-là, elle et elle. Dans le fond, c'est que c'est où que tu te vois dans le futur? C'est où tes projets? Il y a un projet que tu veux peut-être enclencher ou amener de l'avant. C'est où qu'on se voit dans les prochaines années? On te voit dans les prochaines années? C'est une bonne question, ça. Je le sais pas parce que moi, il y a une chose qui est claire, c'est que je ne veux plus être ici l'hiver. Ok. Je déteste ça. OK? Puis il y a plein de gens qui font du ski de fond, puis j'aime pas ça. J'aime Tu te forceras pas, t'aimes pas ça. Là. Ouais, j'aime c'est juste pas ça. Fait que, tu sais, on a une résidence à l'étranger déjà que j'espère profiter. Ouais. Mais, tu sais, actuellement, je trouve qu'on a vraiment un bel équilibre dans tout ce qu'on fait. OK? Nos choses, actuellement, ça va vraiment bien. On a du fun. OK? Oui, comme n'importe qui, il y a des mauvaises journées. Ouais. Ça arrive. OK? Ouais. Mais ça, il faut être capable de s'écouter. Pas plus tard que 3 semaines, 1 mois, il y a une journée, j'ai dit, j'ai envie de tuer tout le monde. Je me suis pris une semaine de vacances. Ah. J'ai dit là, appelez-moi C'est un pas. signal, ouais. C'est un signal. Il faut être capable de s'écouter. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. L'avenir, on peut se lever un matin, moi puis mon associé, puis des fois, on a des... Je veux dire, il y a tellement de choses qui arrivent. Des fois, un matin, lui, il s'est levé, il dit « Hey, tiens, il m'envoie un condo à Le Bourgneuf. » Puis moi, je ne l'ai jamais vu. Tu sais, je l'ai visité sur Facebook. Là, il avait fait un FaceTime, tout ça. Il dit « OK, on l'achète. » Bon, aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Tu sais, si tu me demandes, v'là 5 ans passés, est-ce que j'aurais une résidence à l'étranger? J'ai toujours voulu en avoir une. Ça s'est fait l'année passée. Ouais. Mais est-ce que v'là 5 ans, j'aurais pu... Difficile à dire. Okay. Fait que, peut-être une résidence au Portugal. en Europe. Ouais, en Europe. En Europe. Okay. Pas juste Portugal, mais j'aimerais ça peut-être passer quelques mois au Canada, peut-être un 6 mois au Canada, quelques mois en Europe, puis quelques mois au Panama, mettons. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Puis On toi? envoie ça. Alors, moi, mes projets, écoute, lancer un coaching en ligne, workshop, aider les gens. Tu sais, dans le fond, ma mission de vie est revenue à la base. Je disais, voyons, ça fait donc QQ d'aider, mais aider réellement. Pas avec une attente en retour. Là, tu sais, dire, je vais t'aider, mais il y a le chéquier dans la poche qui dépasse, là, ou la pile de factures. Puis la réalité, c'est drôle parce que souvent, comme fiscaliste, tu sais, les gens disent, c'est quoi, ça fait un fiscaliste, tout ça. Puis, tu sais, ma belle-sœur est psychologue. Ouais. OK, elle travaille dans le réseau public. Puis, tu sais, j'ai dit souvent, une grosse partie de ce que moi je fais, c'est d'être psychologue parce que, tu sais, des demandes, là, on en a vraiment des bizarres, là, des fois, là, tu sais. En tout cas, les gens qui sont fortunés, souvent, ont des caprices ou autre chose de situation familiale complexe. Assez flyé, ouais. On va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, il y a une grosse partie de ce qu'on fait, que c'est d'écouter ce que les gens veulent pour être capable de faire une situation X qui corresponde à leurs besoins. Fait que, essentiellement, tu sais, oui, il y a un chèque qui vient avec, mais on aide les gens à... Mais c'est pas juste de sauver de l'impôt. Je me trompe pas. Là, dans le fond, le salarié, taux salaire minimum, malheureusement, n'a pas, je veux pas dire, n'a pas accès à ces services-là. C'est que ça ne sera pas nécessaire ou ça ne sera pas essentiel dans sa vie. Il pourrait, mais tu sais, quand on regarde, mettons, la moyenne de l'industrie, tu sais, nous, actuellement, on est à 375 $ de l'heure. Ouais. Fait que est-ce qu'un salarié pourrait engager un fiscaliste, payer 2 heures pour optimiser sa situation? Oui, mais un bon planificateur financier qui a une bonne base en fiscalité, selon moi, ferait à peu près la même job. Exact. Parce qu'on est limité dans les recommandations qu'on peut faire. Mais de plus en plus, j'ai hâte de voir les prochaines années parce que moi, la plus belle chose qui arrive dans ma carrière, c'est tout ce qui se passe actuellement. De les ça-clique, puis tout ça, les scandales. Ça fait juste que mon téléphone sonne plus parce que les gens ils disent « Hey, je t'ai écœuré de payer. » Je t'ai écœuré de payer. Ouais. Y a-tu des choses qu'on peut faire? Puis écoute, encore,
La semaine passée, j'avais des clients de Montréal. On regarde pour l'étranger. OK. Puis quand on regarde depuis le début de l'année, le nombre de capitaux qui ont sorti du Canada, Ça doit être astronomique. c'est des milliards. Des milliards. Des milliards. OK. Pourquoi? Ben parce que, puis tu sais, même il y a quelques années, je l'ai dit ouvertement, j'ai dit, je n'investis plus au Canada. OK. Je ne veux plus investir ici. OK. Je préfère mettre mon argent ailleurs. Ailleurs. On a encore toutes nos affaires. J'ai ma maison ici, puis tout ça, mais pourquoi Portugal? Ben, j'aime ça, l'euro. J'aime ça avoir des euros. Je trouve ça OK. cool. OK. Parce que notre pesos canadien, ben, C'est bon, ça. hein? Notre pesos canadien. Notre pesos canadien, quand on voyage un peu, Qui commence à perdre des plumes. ben, il perd des plumes. Tu sais, Ouais. ton voyage, les prix augmentent parce que le US, il est plus fort, puis l'euro est plus fort. Puis Ouais. on verra les prochaines années. Merci Jean-Philippe pour cette belle heure qu'on a passée ensemble. Puis quand même avec des choses qui viennent profond, là, tu sais, dans le fond, c'est pensé. Puis tu dis, je l'ai déjà dit, je n'investirai plus. Tu sais, c'est pas tout le monde qui dirait ça devant une caméra. Mais merci d'avoir partagé avec nous. Puis j'espère que ça va aider au moins une personne. Ah, ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.